Chers citoyens de la Russie, citoyens des républiques populaires de Donetsk et de Lugansk, habitants des régions de Zaporozhye et de Kherson, les députés de la Douma d'État, les sénateurs de la Fédération de Russie. Vous savez que dans les républiques populaires de Donetsk et de Lugansk et dans les régions de Zaporozhye et de Kherson, des référendums ont eu lieu. Le bilan a donc été constitué et les résultats sont connus. Les gens ont fait leur choix. Et ce choix est sans équivoque. Aujourd'hui, nous signons les accords d'adhésion de la République populaire de Donetsk, de la République populaire de Lugansk et de la région de Zaporozhye et de la région de Kherson à la Russie. Et je suis persuadé que l'Assemblée fédérale soutiendra le rattachement à la Russie de 4 nouvelles régions, de 4 nouveaux sujets de la Fédération de Russie, car il s'agit de plus de 4 millions de gens. Et c'est bien sûr leur droit inaliénable, qui est bien inscrit dans l'article 1 de la Charte des Nations Unies, qui parle du principe à l'autodétermination et égalité des droits des peuples. C'est le droit inaliénable basé sur l'unité historique, au nom de laquelle nos ancêtres avaient remporté plusieurs victoires. Tous ceux qui défendaient la Russie depuis la nuit des temps, Rouman Tsepsevorov et Ushakov combattaient dans Novorossia, ici, Catherine II et Potemkin fondaient de nouvelles villes. Nos grands-pères et nos arrière-grands-pères combattaient jusqu'à la mort pendant la Seconde Guerre mondiale. Nous allons toujours nous rappeler des victimes des printemps qui ont suivi après le coup d'État en Ukraine, que tous ceux qui avaient combattu pour leur droit à la vie, parmi ceux qui avaient combattu dans le Donbass, qui étaient victimes à Katyn et qui ont souffert dans les attentats commis par le régime de Kiev, tous ceux qui étaient défenseurs, qui étaient civils, hommes, femmes, enfants, russes, ukrainiens, toute origine ethnique confondue, Alexandre Zakarchenko, leader de Donetsk, Arsen Pavlov, Vladimir Joga, commandant militaire, Olga Kotyuna, Alexei Zborov, le procureur Sergei Gorenko de la République de Lugansk, le militaire aéroporté Jim Magomedov et autres, tous ceux et tous les soldats qui sont tombés sur le champ de l'opération militaire spéciale. Ils sont des héros, les héros de la Grande Russie. Et j'annonce une minute de silence en leur mémoire. Les premiers mots de Vladimir Poutine. Alors, Vincent, il va loin. Alors, il parle de la charte des Nations Unies. Et après, ce penchant de l'histoire qu'il aime tant, Catherine II, Potemkin, Deuxième Guerre mondiale. Pour le choix des millions d'habitants des républiques de Donetsk et de Lugansk et des régions de Zaporozhye et de Kherson, notre destin commun, notre histoire millénaire, ce lien spirituel transmis de génération en génération. Et ils ont tous porté l'amour pour la Russie à travers toutes ces années. C'est le sentiment que personne ne pourra éliminer chez nous. Par conséquent, plusieurs générations et ceux qui sont nés après l'effondrement de l'Union soviétique ont voté pour notre unité et pour notre avenir commun. En 1991, à Belovezhska-Pushcha, personne n'avait demandé l'opinion des citoyens en
prenant la décision d'effondrer l'Union soviétique. Les gens se sont retrouvés loin de leur patrie. Ceci a démembré notre unité populaire. Ceci s'est transformé en catastrophe nationale. Tout comme à l'époque, après la Révolution, les frontières des républiques soviétiques étaient découpées dans les couloirs. De la même manière, malgré l'opinion des gens au référendum de 1991, les dirigeants de l'époque avaient fait effondrer notre grand pays et ont mis le peuple devant le fait accompli. Je suppose qu'ils ne comprenaient peut-être pas jusqu'au bout ce qu'ils faisaient et quelles conséquences cela allait avoir. Mais peu importe, l'Union soviétique n'existe plus. Le passé ne peut pas revenir, mais la Russie d'aujourd'hui n'en a pas besoin. Cela ne fait pas partie de nos aspirations aujourd'hui. Mais il n'y a rien de plus fort que l'attitude décisive des millions de gens qui, d'après leur culture, langue, croyances, traditions, se considèrent faisant partie de la Russie. Leurs ancêtres vivaient dans un seul et même État pendant des siècles. Et ils décident de revenir dans leur vraie patrie historique. Pendant de longues 8 ans, les gens dans le Donbass subissaient le génocide, les tirs et les blocus. À Kherson et Zaporizhzhia, on essayait de leur inculquer la haine contre la Russie et de tout ce qui est russe. Maintenant, au cours des référendums, les régimes de Kiev les menaçaient de représailles pour tous ceux qui participeraient au référendum ou feraient partie des commissions électorales, intimidés par les répressions. Mais le peuple du Donbass, de Zaporizhzhia et de Kherson n'a pas été ébranlé et a bien exprimé sa volonté. Je veux que le pouvoir à Kiev et leur maître à l'Occident l'entendent. Les gens qui vivent à Donetsk, Lugansk, Kherson et Zaporizhzhia deviennent nos citoyens pour toujours. Nous appelons les régimes de Kiev de cesser le feu immédiatement, de cesser toutes les hostilités et cette guerre qu'il avait commencé encore en 2014 et de retourner à la table des négociations. Nous y sommes prêts et nous l'avions dit à de plusieurs reprises. Mais le choix des peuples à Donetsk, Lugansk, Zaporizhzhia et Kherson ne sera pas à débattre. Le choix a été fait et la Russie ne trahira pas ce choix. Les autorités en place à Kiev aujourd'hui doivent respecter cette volonté du peuple exprimée librement. Seule cette voie vers la paix est possible. Nous allons défendre notre terre par tous les moyens que nous avons à notre disposition et toutes les forces. Et nous ferons tout pour assurer la sécurité de nos gens. Telle est la grande mission libératrice de notre peuple. Nous allons reconstruire les villages, les villes, les logements, les théâtres, les musées, les écoles. Nous allons restaurer et développer les entreprises industrielles, l'infrastructure, le système des retraites, de santé et d'éducation. Nous allons bien sûr travailler pour augmenter le niveau de sécurité. Nous ferons tout ensemble pour que les gens dans ces nouvelles régions ressentent le soutien de tous les peuples et de la totalité des entités de la Russie, de notre grande patrie. Chers amis, collègues, aujourd'hui je veux m'adresser aux soldats et officiers qui participent à l'opération militaire spéciale, aux guerriers du Donbass et de Novorossia, à tous ceux qui, après le décret de mobilisation partielle, intègrent les forces armées pour remplir leurs devoirs patriotiques et qui viennent volontairement, appelés par leur cœur, dans les commissariats militaires. Je m'adresse à leurs parents, à leurs femmes, à leurs enfants, pour leur dire pourquoi
combat notre peuple? Quel ennemi est opposé à nous qui jette le monde dans de nouvelles guerres et nouvelles crises pour avoir un bénéfice sanglant dans cette tragédie? Nos compatriotes, nos frères et sœurs en Ukraine ont vu par leurs propres yeux ce que les cercles au pouvoir de l'Occident, comme on dit, préparent pour l'humanité. Ils ont enlevé les masques, ils montrent leur vraie nature. Après l'effondrement de l'Union soviétique, l'Occident a décidé que le monde entier et que nous tous devrions toujours accepter le diktat, son diktat. En 1991, l'Occident comptait sur le fait que la Russie ne pourra plus se remettre d'aplomb après cette secousse et qu'elle se démembrera par elle-même. Nous nous rappelons bien les années 1990, froides, affamées, en détresse, mais la Russie a résisté, s'est renforcée et de nouveau a pris la place qui lui revient dans le monde. Et l'Occident recherchait et continue à rechercher une nouvelle possibilité de nous porter un coup. Il rêvait toujours de disloquer notre État, de semer la discorde entre nos peuples, de provoquer la pauvreté chez nous. Et ils ne peuvent pas accepter qu'il existe un si grand pays avec des ressources aussi riches, avec un peuple qui ne se soumettra jamais aux ordres étrangers. L'Occident est prêt à franchir toutes les limites pour conserver le système néocolonial qui permet le pillage grâce au pouvoir du dollar et du diktat néotechnologique. Il percevrait ainsi la dîme sur l'humanité pour assurer une rente et son hégémonie. La conservation de cette rente est leur motif vrai et qui ne recherchent que leurs propres bénéfices. D'où cette agressivité envers les États indépendants, leurs valeurs traditionnelles, leur culture et les tentatives de torpiller leur développement, leurs devises, leur centre du développement économique. Il est important pour eux que tous les pays rendent leur souveraineté au bénéfice des États-Unis. Certains pouvoirs de certains pays acceptent bénévolement de devenir serviteurs, vassals. Pour certains, ce sont les pots de vin qui marchent, mais cela entraîne des destructions des zones et des populations. Les protectorats, les colonies, les semi-colonies, les zones d'influence, mais peu leur importe. Tout ce qui les intéresse, c'est leur intérêt ou leur bénéfice. Donc, c'est cette avarice, c'est cette volonté de garder leur pouvoir sans limite qui crée une vraie raison de cette guerre hybride que l'Occident collectif mène contre la Russie. Ils ne souhaitent pas de la liberté. Ils veulent nous voir en tant que leur colonie. Ils ne veulent pas de coopération équitable. Ils veulent le pillage, le vol. Ils veulent que nous ne soyons pas libres, mais que nous soyons esclaves. Ils n'acceptent pas nos idées et nos philosophies. C'est pour cela qu'ils portent atteinte à nos philosophes. Notre culture et nos arts sont dangereux pour eux, donc ils essaient de les interdire. Notre développement et notre prospérité représentent une menace pour eux. La concurrence, non, la Russie, ils n'en ont pas besoin. Mais nous en avons besoin de la Russie. Permettez-moi de vous rappeler que les prétentions au règne dans le monde ont toujours été démantelés par la Russie par le passé. Nous allons toujours défendre nos valeurs et notre patrie. L'Occident pense qu'il peut agir impunément et c'est comme ça que ça se passait avant. Les stratégies et les accords de sécurité stratégique sont mis à la poubelle. Les accords qui étaient atteints au plus haut niveau sont nier la promesse de ne pas élargir l'OTAN à l'Est. Nos précédents dirigeants y ont cru. Eh bien, se sont transformés en
lettre morte et même les accords pour limiter les armes FNI sont tombés lettre morte. Mais qui parle des règles mondiales basées, l'ordre basé sur les règles? Qui s'était mis d'accord sur ces règles? Là, il s'agit des standards double, même triple. La Russie est un pays qui a des milliers d'années et ne suivra pas les règles fabriquées ou manipulées. C'est l'Occident qui avait torpillé le principe de non-viabilité des frontières. Et maintenant, il décide qui a le droit et qui n'a pas le droit à cette inviolabilité des frontières. Mais pourquoi ils se sont arrogés ce droit? C'est pour ça qu'ils sont en colère contre le choix des peuples de la Crimée, de Donetsk, de Lugansk, de Zaporozhia et de Kherson. Aucun droit moral pour parler de leur évaluation ou de la démocratie sur ces terres n'existe pas. L'Occident ne l'a pas. Et il s'agit des hégémons qui ont cette tendance au totalitarisme et despotisme. Ils séparent leurs vassals entre ceux qui obéissent et ceux qui, s'ils ne le font pas, seront traités de barbares ou de parias. Ils apportent leur marque pour caractériser tel et tel peuple ou tel et tel État. Il n'y a rien de nouveau. Les élites occidentales ont été colonisatrices et restent colonisatrices. Ils séparent les peuples en première et seconde qualité ou catégorie. Nous n'avions jamais accepté cette approche. Par exemple, la russophobie qui aujourd'hui est présente dans le monde entier. C'est une sorte de racisme. L'Occident considère que sa culture est un exemple pour tous, et tous ceux qui ne seraient pas avec eux seraient contre eux. Ceci sonne très bizarrement. Les élites occidentales exigent de leurs citoyens et des citoyens d'autres peuples de, par exemple, porter la responsabilité de quelque chose dont ces peuples ne sont pas responsables. Par exemple, l'occupation coloniale. Prenons le Moyen-Âge. Ensuite, l'esclavage, le génocide des tribus indiennes en Amérique, les guerres de l'Angleterre et de la France, et ensuite menées contre la Chine, où il a fallu ensuite ouvrir les portes à l'opium. Ils ont détruit des ethnies entières pour leurs terres et leurs ressources, et ils menaient la chasse à l'homme, ce qui est contraire à la nature même humaine, contraire à la vérité et à la justesse. Mais notre pays était à la tête du mouvement anticolonialisme pour réduire l'écart et vaincre la faim et les maladies. Et les élites occidentales en veulent à la Russie car nous n'avons pas laissé nous piller pendant le règne des lois coloniales. Nous avons mené le chemin au commerce, vers le commerce, et ce qui a permis à la Russie de créer un État fort, civilisé, basé sur les grandes valeurs et de leur orthodoxisme et de l'islam et du judaïsme et du bouddhisme, sur la culture russe ouverte à tous et la parole russe.
Il y avait des plans d'intervention contre la Russie après 1917 et à d'autres moments, mais ils ont échoué. En parlant des richesses de la Russie, c'est à la fin du XXe siècle que l'Occident a réussi à s'emparer de nos richesses. Quand notre État était détruit, il disait que nous étions amis ou partenaires, mais il nous traitait comme une colonie. 3 millions de dollars ont été pillés chez nous dans différents schémas. Eh bien, les gens de Donetsk, de Lugansk, de Zaporozhye et de Kherson se sont prononcés pour restaurer notre unité historique. Merci. Les pays occidentaux répétaient pendant des siècles qu'ils apportaient la liberté et la démocratie à d'autres pays. Mais tout ceci se trouve complètement contraire. Au contraire, ils oppriment au lieu de libérer. Ils asservissent au lieu de libérer. Et ce discours est faux. C'est une tromperie et de l'hypocrisie. Les États-Unis est le seul pays au monde qui a utilisé à 2 reprises l'arme nucléaire contre Hiroshima et Nagasaki. Ils ont créé un précédent, d'ailleurs. Je rappelle qu'avec les Anglais, ils ont transformé en ruine sans nécessité pendant la Seconde Guerre mondiale Dresde, Hambourg, Cologne et beaucoup d'autres villes allemandes. Et ils le montraient. Le seul objectif, tout comme les bombardements nucléaires du Japon, était d'intimider notre pays et le monde entier. Les États-Unis ont laissé une trace effroyable en Corée, au Vietnam, en utilisant le napalm et l'arme chimique. Ils sont occupants en Allemagne, au Japon, en République de Corée jusqu'aujourd'hui. Mais avec tout cynisme, ils parlent d'être alliés égaux. Mais qu'est-ce que c'est que cette alliance? Le monde entier sait que les dirigeants de ces pays sont sur écoute. Ils font objet de surveillance. Cette écoute est effectuée non seulement dans leur bureau, mais aussi dans leur logement. Quelle honte! La honte pour ceux qui le mettent en place et pour ceux qui, tout comme esclaves, avalent cet affront insolent sans broncher. Il parle de la solidarité transatlantique. Il utilise les expériences sur les gens avec les armes biologiques, notamment en Ukraine. Leur politique, leur guerre et destruction ont provoqué des vagues de flux migratoires. Des millions de gens traversent les adversités et essaient de survivre. Maintenant, ils évacuent le blé de l'Ukraine. Mais où va ce blé sous le prétexte d'assurer la sécurité alimentaire des pays les plus pauvres? Tout ceci va dans les mêmes pays européens. 5% seulement sont partis vers les pays les plus pauvres du monde. Donc, c'est encore une tromperie directe, flagrante. Les élites américaines, de fait, utilisent la tragédie de ces gens pour affaiblir leurs concurrents, pour détruire les États nationaux. Cela concerne aussi l'Europe, l'identité de la France, de l'Italie, de l'Espagne, de nombreux autres pays qui ont une longue histoire. Washington réclame de plus en plus de sanctions contre la Russie. La plupart des politiciens européens l'acceptent. Ils comprennent que les États-Unis, en faisant pression sur l'Union européenne pour qu'elle renonce aux ressources et hydrocarbures russes, entraîne la déindustrialisation de l'Europe pour s'accaparer du marché européen. Nous le comprenons, mais là, ceux qui acceptent qu'on les traite comme ça, ils ne sont pas seulement des serviteurs, ils trahissent leur propre peuple. Mais anglo-saxons n'ont pas assez d'avoir des sanctions. Ils sabotent carrément les infrastructures. Prenons par exemple les Nord Stream, les gazoducs.
Ils ont commencé à détruire l'infrastructure énergétique européenne. Mais tout le monde comprend pour qui ceci est bénéfique. Celui pour qui c'est bénéfique, eh bien, c'est lui qui l'a fait. Ce dictat, parfois, est présenté joliment, mais en réalité, il s'agit d'un droit, une sorte de loi du plus fort. Les tentatives de l'OTAN essaient de créer de nouvelles alliances, par exemple AUKUS et autres, Washington et Tokyo, etc. Tous les États qui essaient d'avoir une vraie souveraineté stratégique, qui peuvent jeter un défi aux hégémons occidentaux, sont considérés comme ennemis. Automatiquement, les doctrines militaires des États-Unis et de l'OTAN se basent sur ces principes, sur la domination totale. Ces plans de néocolonialisme sont présentés par les élites occidentales avec une prétention de vouloir la paix. Ils parlent de dissuasion et ce terme ambigu passe d'une stratégie à l'autre. Mais en réalité, cela veut dire torpiller tout centre du développement contemporain. Nous avons déjà entendu les expressions de dissuader la Russie, l'Iran, la Syrie et autres. Et pour tous les alliés des États-Unis ou les partenaires des États-Unis, nous disons que, vous savez, ils peuvent très bien mettre les sanctions contre leurs partenaires également. Telle pratique a été déjà mise en place pour les banques, etc. Ils érigiront ceci. Et nos voisins proches de la CEI sont également dans leur ligne de mire. L'Occident, en voulant effectuer un blitzkrieg contre la Russie, pensait qu'ils allaient pouvoir construire les rangs du monde entier pour les soutenir, mais tout le monde n'est pas émerveillé par cette perspective radieuse. Peut-être les masochistes des relations internationales. Et encore, la plupart des États refusent d'obéir aux ordres, mais choisissent la voie de coopération avec la Russie. Et l'Occident ne s'attendait pas à cette absence de subordination. Ils sont habitués à suivre toujours la même trempe, intimider, acheter, et penser que cela allait agir et fonctionner éternellement, comme par le passé. Mais ils sont arrogants, ils pensent qu'ils sont exceptionnels. Quel terme étonnant. Ils noient la vérité dans l'océan des mythes, des fausses nouvelles, de la propagande agressive. Ils mentent comme Guinness, tout en parlant de plus le mensonge est grand, mieux c'est. Ils impriment, ils font fonctionner la planche à billets, mais ces papiers ne peuvent pas nourrir les gens. Les gens ne pourront pas se nourrir, ne pourront pas se chauffer à cause de cela. C'est très important ce que je dis. Ces papiers, ces billets de banque, ils ne peuvent pas nourrir les gens. Et pour cela, il faut des denrées alimentaires. Et les capitalisations dont on parle, mais qui ne sont pas vraies, elles ne chauffent pas le logement. Ce n'est pas le gaz. Donc, les hommes politiques doivent persuader maintenant leur population de manger moins, de s'habiller plus chaudement. Et ceux qui posent les questions, mais comment ça et pourquoi ça, eh bien, ils sont déclarés ennemis, extrémistes et radicaux. Et ils montrent du doigt la Russie en disant « Voici la source de tous vos malheurs ». Ce qui n'est pas du tout vrai. Et les élites occidentales ne cherchent pas l'issue dans les crises alimentaires et autres. La crise qui a apparu
et c'est leur faute, car ceci a commencé longtemps avant notre opération militaire spéciale dans le Donbass. Eh bien, ils ne veulent pas résoudre les problèmes d'inégalité, d'injustice. Il y a des craintes qu'ils utilisent d'autres recettes qui leur sont habituelles. Nous rappelons la contradiction du début du XXe siècle qui a pu être résolue au cours de la Première Guerre mondiale. La Seconde Guerre mondiale a permis aux États-Unis de surmonter les conséquences de la Grande Dépression et de devenir la puissance économique la plus grande et d'imposer le dollar en tant que devise de réserve mondiale. La crise des années 1980 s'était aggravée, mais l'Occident a pu surmonter cette crise en s'appropriant l'héritage et les ressources de l'Union soviétique qui s'effondrait et a fini par chuter. Ceci est un fait. Maintenant, pour démêler le nouveau nœud de contradiction, ils doivent, coûte que coûte, casser la Russie pour pouvoir se développer, piller les richesses des autres et donc rapiécer leur brèche, leur manque. Et je n'exclus pas qu'en ébranlant le système, ils le fassent basculer et ensuite ils mettront la formule toute faite. C'est la faute de la guerre. La Russie comprend sa responsabilité devant la communauté internationale et fera tout pour faire revenir à la raison ces têtes brûlées. Nous comprenons que ce modèle colonial est voué à l'échec, mais nous comprenons aussi que les maîtres de ce modèle s'accrocheront à ce modèle et en fait, ils ignorent et ils crachent sur le droit de la plupart de l'humanité d'avoir son indépendance et de choisir librement son avenir. Je vois qu'ils nient les normes morales, les religions, la famille. Répondons nous-mêmes à des questions très simples. Je vais revenir à ce que j'ai dit. Je veux m'adresser à tous les citoyens de mon pays, et non seulement aux collègues qui se trouvent dans cette salle, mais à tous les citoyens russes. Est-ce que nous voulons qu'ici, chez nous, dans notre pays, en Russie, au lieu de dire maman et papa, on dise parent numéro 1, parent numéro 2, parent numéro 3? Sommes-nous devenus fous? Est-ce que nous voulons que dans nos écoles, dès la maternelle, la perversité soit apprise et transmise aux enfants, qui les mènera à la dégradation, en expliquant qu'en plus de la femme et de l'homme, il existe d'autres genres, ou qu'on leur propose des opérations pour changer de genre? Est-ce que nous voulons tout ceci pour notre pays et nos enfants? Tout ceci est inacceptable pour nous. Notre avenir est différent. Nous avons un autre avenir. Ce que les élites occidentales envoient contre toutes les sociétés, tous les peuples, d'ailleurs les peuples de leur propre pays, c'est le défi lancé à tous. C'est la négation complète de l'être humain, de la foi, des valeurs. Ce sont des traits d'un vrai satanisme. Jésus-Christ, sur le mont des Oliviers, disait que vous comprendrez en jugeant d'après les fruits. Et ces fruits sont empoisonnés et nous les voyons dans de nombreux pays et à l'Occident. Et le monde a commencé une nouvelle étape de transformation fondamentale. De nouveaux centres de développement se créent et ils représentent la plus grande partie de la communauté internationale. Ils sont prêts à parler non seulement de leurs intérêts nationaux, mais aussi de les défendre. Et dans le monde multipolaire, de renforcer leur souveraineté et d'avoir une vraie liberté et une vraie vision historique. Leur droit au développement libre et authentique et de leur identité harmonieusement. Et dans les pays de l'Europe et aux États-Unis, nous avons beaucoup de gens qui pensent comme nous. Nous sentons leur soutien, nous le voyons. Il y a donc ce mouvement libérateur anticolonial contre l'hégémonie unipolaire. Et le nombre de ces sujets ne fera qu'augmenter.
Et cette force déterminera l'avenir de la réalité géopolitique. Chers amis, aujourd'hui, nous luttons pour la voie juste et libre, en premier lieu pour nous, pour la Russie, pour que le diktat et le despotisme restent dans le passé. Je suis persuadée que les gens comprennent que si quelque chose dans la politique se base sur l'oppression des autres et la domination, cela doit rester dans le passé. Il faut tourner cette page de l'histoire et cette hégémonie occidentale qui avait commencé, eh bien, il faudra lui mettre fin. Donc, ce ne sera plus jamais comme avant. Le champ de bataille que nous voyons là dans l'histoire, c'est la bataille pour notre peuple, pour la grande Russie historique. Pour la grande Russie historique, pour nos futures générations, nos enfants et grands-enfants. Nous devrions les défendre, les protéger contre les expérimentations terribles. Aujourd'hui, nous nous battons pour que personne ne pensera que la Russie, notre langue, notre culture peuvent être reniées. Nous avons besoin de la consolidation de notre peuple. Et la base de cette consolidation ne peut être que la création, la liberté. Nous avons beaucoup de qualités. C'est l'amour vers autrui. Et pour terminer, j'aimerais bien citer Ivan Alexandrovitch Ilyin, un vrai patriote. Si je considère la Russie comme ma patrie, ça veut dire que j'aime à la Russe, je pense à la Russe, je chante à la Russe, je crois en valeurs spirituelles des Russes. Son esprit est le mien, son destin est le mien, ses souffrances et mon malheur, son épanouissement et ma joie. Derrière ces paroles, on trouve le choix délibéré qui a été suivi par des générations de nos parents. Et aujourd'hui, ce choix nous incombe à nous. Ce choix a été retenu par les habitants des républiques populaires de Donetsk, de Lugansk, des régions de Zaporozhia et de Kherson. Ils ont opté pour être réunis avec la patrie, être réunis avec son peuple, pour nous battre. Et c'est la Russie et la vérité qui sont à nos côtés.